Bonjour mes chers joueurs d'échecs, et dans cette vidéo, nous parlerons du pion isolé. Donc, le pion isolé, c'est un pion qui, comme on peut voir, n'a pas de voisin, et c'est pour ça qu'on l'appelle un pion isolé. Il est isolé des autres. Les autres pions ne peuvent pas le défendre. Donc, à la fois, ça peut être une force parce que ça prend les cases très très importantes, et à la fois, ça peut être une faiblesse. Et dans cette vidéo, nous parlerons du plus répandu des pions isolés, le pion isolé D. Qu'est-ce qui ça apporte à la position des blancs? Qu'est-ce qui ça apporte à la position des noirs? Et nous verrons plusieurs exemples pratiques qui démontreront comment jouer cette position et du côté de pion isolé et contre le pion isolé. Donc, mettez un like, abonnez-vous sur la chaîne et c'est parti! Alors, juste pour vous situer avant de montrer les parties de référence, j'aimerais bien vous montrer juste un petit exemple comment on peut obtenir cette structure de pion isolé D. Très très souvent, c'est un gain évidemment accepté. Alors bien évidemment, il pourrait y avoir d'autres ouvertures, mais ça vraiment, il n'y a pas photo. C'est le pion isolé D très très typique, où les blancs, on peut voir dans cette position, on obtient le pion isolé, le pion E s'est échangé contre le pion C s'est échangé contre le pion D. Du coup, on n'a plus de pion C, plus de pion E, le pion D est isolé. Et ici, les noirs, on peut voir qu'ils n'ont pas de faiblesse, à part peut-être dans le futur la case B6, mais ça on va voir un peu plus tard. Leurs pions sont un peu en retrait, mais largement leur position est très solide. Alors que les blancs, ils sont un peu mieux développés, donc 3 pièces héros contre 2 pièces. Ils ont pris un peu l'espace sur l'aile dame, c'est souvent un peu le thème qu'on peut voir. Et leurs pions, ils offrent beaucoup de cases, donc E5 et C5, qu'ils pourront peut-être utiliser après. Et donc dans cette vidéo, je vous montrerai d'abord comment on peut contrer ce pion monstrueux et après prouver que c'est une faiblesse et pouvoir le manger. Et après, je vous montrerai les techniques de l'autre côté, le côté de pion isolé, pour prouver que c'est plutôt une force qu'une faiblesse. Ça peut être les deux. Alors, la première partie, contre le pion isolé, on va voir déjà avec les couleurs un peu différentes. C'est les noirs qui auront le pion isolé. Et avec les blancs, c'est Anatoly Karpov, l'ancien champion du monde. Et avec les noirs, c'est le français, Joël Letier, qui était classé 26-50 à l'époque. Et donc, un joueur fort, mais peut-être pas le joueur d'élite, même s'il était prêt à un moment. Et il rentre dans le piège de Karpov, dans le jeu préféré, vraiment, dans le style préféré de Karpov, quand l'adversaire a une petite faiblesse, et Karpov qui va attaquer, améliorer les pièces peu à peu, et neutraliser le contre-jeu de l'adversaire. On va voir que c'est un vrai masterclass. Donc, ça, c'est vraiment la faiblesse principale des Noirs. Et Karpov, il va d'abord se développer, il fait tout en ordre, avant même de commencer de l'attaquer. Donc, il améliore les pièces peu à peu. Et après, il commence son plan de 3 parties. Donc, la première partie, c'est de bloquer le pion. On va voir comment il le fait avec le coup très très malin fou E2. Alors, pourquoi on bloque le pion? Parce que si on le fait pas, l'adversaire bouge le pion, il l'échange. L'adversaire n'a plus de faiblesse. Donc, c'est vraiment le thème principal de pion isolé, de jeu contre le pion isolé. Il fait fou E2 pour pouvoir laisser passer son cavalier sur D4, possiblement comme ça, et après échanger ce fou et rentrer avec le cavalier sur D4. On va voir ça. Donc voilà, la première partie de plan qui est accomplie. Il fait échanger l'adversaire sur E2 et il prend avec le cavalier qui pourra après venir ici. Il faut noter que l'adversaire est obligé de le faire parce que s'il recule avec le fou, ça c'est un peu dommage. En plus d'avoir une faiblesse côté adversaire, il peut avoir un autre avantage, une paire de fous. La position est ouverte, les fous sont monstrueux. Donc, Joël Letier est obligé de prendre. Et Karpov qui va procéder aux deuxième partie de plan maintenant. Parce que maintenant on voit que il pourra bloquer le pion et donc il pourra peu à peu l'attaquer éventuellement. Mais avant de pouvoir l'attaquer, il faut se défendre de toute attaque possible sur l'aile roi. Si Joël Letier va essayer d'attaquer le roi, essayant de profiter de sa meilleure coordination, essayant de profiter de la case E4 pour attaquer le roi, Karpov doit être prêt.
Et au fait, ce qu'il va faire, c'est très très typique, il va échanger les pièces. Et comme ça, quand il échange de pièces, l'adversaire n'aura juste pas assez de pièces pour attaquer. Et la seule chose qui jouera dans la position, c'est le fameux pion isolé D5. Donc dame D3, il est meilleur peu à peu. Il échange. Attention à ne pas tout échanger. Je conseille de laisser une pièce mineure ou une pièce légère, donc un cavalier ou un fou. Échanger aussi une paire de tours, voire deux, mais peut-être en laisser une pour avoir un peu de possibilité de gain. Parce que si vous échangez tout, ça fait nul. C'est un peu dommage. Et on va voir que l'adversaire, il craque parce que c'est très très pénible de tenir le pion isolé. Il sait que Karpov, il va lui jouer ça pendant 50 coups encore. Et donc, Joël qui essaie de changer la structure. Mais il faut noter que cette structure n'est pas beaucoup meilleure que la précédente parce que ce pion est quand même faible. Il ne sera pas soutenu. Et ici, Karpov, toujours dans son style très très prophylactique, très très solide, très très positionnel, qui regarde déjà d'avance comment empêcher à l'adversaire de protéger le pion. Et je pense qu'après G4, c'est un peu évident que le pied va perdre. Karpov qui améliore les pièces vraiment très peu, très lentement, mais qui les améliore. Et c'est fini pour Joël. Il prend un peu d'espace l'aile dame. Il prend juste assez d'espace. Il en prend pas trop parce que sinon les pions seront trop éloignés et trop faibles. Et après, il vient avec le roi. Vraiment, vraiment un chef d'œuvre positionnel de la part de Karpov. Et après, il va gagner éventuellement le pion. C'est pas vraiment le but, mais c'est très joli. Du coup, je vous montre. Voilà, il crée une petite faiblesse et le roi parce qu'une faiblesse, c'est pas tout le temps suffisant. Il en faut deux. Ça s'appelle la règle de faiblesse, pour ceux qui connaissent déjà peut-être. Après, il gagne un autre pion. Peut-être la technique dans la finale de tour aurait pu être plus rapide, mais il n'a pas besoin d'être rapide. Parce que le résultat, c'est de gagner. C'est pas écrit en combien de coups tu as gagné une partie. Et peu à peu, il va réaliser son petit pion. Il améliore la tour. Et bientôt, il y a Joël qui devra abandonner. C'est dommage pour lui, mais les pièces de Karpov et le roi de Karpov est très actif. Ça a duré beaucoup, comme souvent les parties contre le pion isolé quand tu gagnes. Ça dure beaucoup parce que c'est une petite faiblesse que tu moulines, mais éventuellement, il n'y a pas de doute que Karpov va gagner. Et voilà, il y a le pion qui va en dame et Joël qui abandonne. Et deuxième partie, toujours sur le même thème. Toujours, on peut voir la position ressemble un peu, même si les couleurs sont opposées. Toujours Anatoly Karpov. Et qui fait toujours ce même manœuvre spectaculaire. Si vous vous souvenez de la partie précédente, si vous avez oublié, je vous laisse un peu réfléchir. Vous pouvez mettre la pause. Si vous voulez juste regarder les vidéos, ça me dérange pas non plus. Mais par contre, en 3, 2, 1, je montre. C'est encore une fois très très joli cavalier H5. Pour encore une fois, s'il recule, on prend et on a une paire de fous, on est mieux. Donc encore une fois, Korchnoi qui prend avec les blancs. Et encore une fois, il y a Karpov qui va mettre son cavalier sur D5 et bloquer. Donc déjà, première partie de son plan accompli. Deuxième partie qui est accomplie en même temps. Il échange les pièces pour éviter du contre-jeu. Et il va procéder peu à peu à la troisième partie de son plan, à attaquer le pion. Ici, il faut noter que si jamais la tour prend sur C6, encore une fois, je vous laisse réfléchir si vous voulez, de quelle pièce on prend. Si on prend de cavalier, bah bien, vous avez faux, parce que les blancs pourront justement échanger le pion isolé. Et Karpov, je pense, il aurait plutôt prévu B prend C, pour bloquer encore le pion et pour jouer pour le gain. Mais, de toute façon, on pourra pas voir ce qu'aurait fait Karpov parce que Korchnoi a joué tour C3. Et on va voir que Karpov, qui mouline toujours très très joliment, il n'a même pas besoin de mettre le cavalier sur D5 parce que les blancs pourront pas pousser. Il y a trop de pièces qui défendent. Et éventuellement, il propose l'échange de dames parce que les dames, c'est un peu de danger quand même. Il veut éviter le contre-jeu. Il met le cavalier sur D5. Il améliore ses pièces peu à peu. Il fait l'adversaire craquer. Et après, il va faire un petit manœuvre tactique que je vais montrer très rapidement parce que c'est pas le but de cours. Pour activer ses pièces. Et après, il donne un pion. Mais c'est pas grave parce qu'il a plein d'activités. Et éventuellement,
il a gagné une tour sur cette petite tactique. Et il a gagné la dame. Il a tout gagné. Et c'est pour ça que Korshay a abandonné. Mais si vous vous êtes déjà dit peut-être que mais non, mais le pion isolé c'est trop mauvais d'avoir, c'est une faiblesse, ne vous précipitez pas. Comme j'ai déjà dit, ça peut être également une force. C'est juste que contre Karpov, c'est vraiment compliqué de jouer quand il y a une faiblesse. Il va être torturé pendant les heures. Par contre, avec un joueur attaquant, euh, un peu créatif, un peu unorthodoxe comme Shakir Mamediarov, qui sait bien jouer avec le pion isolé, qui sait bien jouer actif, on peut voir que ça peut être également une force. Comme par exemple dans cette partie, il y a Karlov, son adversaire russe, qui aurait pu peut-être jouer cavalier H5, un peu dans l'esprit de Karpov, et ça aurait peut-être pu être mieux, mais il joue cavalier D5. C'est possible, mais c'est certainement pas le meilleur, car il peut pas réserver son cavalier sur D5. Sinon, ça risque d'échanger, et ce sera plus le pion isolé. Du coup, il prend sur C3, Chakriar qui prend avec la tour, et on va voir qu'il y a déjà les sémences de l'attaque qui commencent. Grâce à ce pion qui est un peu éloigné, qui est un peu loin, il donne un petit chemin pour la tour pour monter et pour attaquer. Donc cavalier E5, on utilise cette case donnée gracieusement par le pion. Tour C1 qui doit reculer, mais c'est pas grave, elle va peut-être revenir après. Dame G4. Donc encore une fois, on utilise le fait que le fou est bloqué par le pion adverse, alors que la dame n'est pas bloquée par le pion qui est l'U1. Fou B5 et fou H6. Il va vraiment dans l'attaque. Il n'a peur de rien. Et éventuellement, il recule un peu, mais l'esprit est toujours celui d'attaque. On peut voir qu'il y a déjà beaucoup de thèmes en l'air parce que les pièces noires sont pas coordonnées d'une meilleure façon. Le fou sur B5, il attaque un peu rien. Et donc ici, je vous laisse encore une fois mettre la vidéo sur la pause si vous voulez. Le coup de Mamediarov, c'est spectaculaire, c'est cavalier F6, F7. C'est un thème très typique. On utilise la case créée par le pion et on utilise un peu la position passive des noirs pour vraiment exploser leur position. Et après tour E6, ils sacrifient la dame d'une manière très jolie. Et au fait, l'adversaire est obligé de donner le cavalier. Sinon, la tour va reculer et attaquer la dame. Et ici, il y a déjà quelques faiblesses sur la huitième rangée. Et au fait, quand le brouillard n'est plus là, on peut voir que les blancs ont juste fou tour et deux pions, avec le pion passé qui est très loin, avec une paire de fous qui est monstrueuse qui va attaquer le roi, et Karlov, il doit juste abandonner. Donc, on a vu dans les parties précédentes que le joueur qui lutte contre le pion isolé doit bloquer le pion et changer les pièces. On a vu que si le joueur qui joue contre le pion isolé n'échange pas les pièces, il laisse faire le contre-jeu et donc il se fait mater. Et dans cette partie, on va voir ce qui se passe si le joueur qui joue contre le pion isolé ne bloque pas le pion avec son cavalier. Donc logiquement, si il y a personne pour bloquer le pion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser. On va pouvoir le pousser parce qu'il y a personne qui empêche de pousser. Donc il y a des 5 tactiquement qui marchent. Ça, il faut calculer très profondément. Mais à l'occasion, l'idée, c'est que, il y a un petit vis-à-vis entre les deux fous. Et du coup, quand le cavalier bouge, on pourra maintenant prendre ce fou. Et au fait, vu que le pion isolé offre de l'espace, on peut voir que, avant que le jeu soit ouvert, les blancs ont gagné beaucoup d'espace et leurs pièces sont juste mieux placées. Et du coup, quand le pion isolé n'est plus là, la position est symétrique. Donc tout est égal, mais les pièces blanches sont mieux placées pour attaquer. Et ici, juste tactiquement, on peut voir que David Navarra, il en profite bien pour gagner. Je vais pas trop regarder cette partie, puisqu'il y en a une autre qui est encore plus intéressante sur le thème de cette poussée de pion. On va bien la voir, c'est Kasparov qui joue.
Mais ici, Navarra, on voit que dès que Sudler laisse pousser des 5, c'est très très souvent, dès qu'on laisse échanger le pion isolé avec assez d'activité, Sudler se fait juste écraser. C'est quand même un peu plus rapide que le jeu contre le pion isolé. Ça prend moins de temps pour gagner. Et maintenant, une de mes parties préférées, Kasparov Ivanchuk, les deux légendes. C'est Linares 1999. Donc les deux joueurs sont encore très 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 forts. Je dirais Ivanchuk devrait être top 5 mondial dans ce temps-là. Et qu'on peut voir le pion isolé, mais Ivanchuk qui prend pas tout de suite. Là, maintenant il le fait. Et c'est la position qui ressemble un peu à ce qu'on a vu dans la toute première position quand j'ai présenté le pion isolé. Et Ivanchuk la joue un peu passivement, ce que j'aime pas trop. Il dévie des plans normaux. En fait, c'est Kasparov qui le fait un peu dévier parce que le manœuvre normal cavalier B4, cavalier D5 n'est plus possible. Donc Ivanchuk qui fait ce coup un peu bizarre, cavalier A5, et Kasparov qui va en profiter tout de suite de ce manière de jeu un peu bizarre d'Ivanchuk pour mettre le pion en D5. Et au fait, ce qui se passe, c'est que les noirs peuvent pas vraiment prendre parce que bah, si jamais il prend, ça va pas du tout. C'est pas tout de suite très évident pourquoi, mais au fait, Kasparov, c'est un génie de dynamique. Il comprend que ça ne peut pas aller pour les noirs avec toutes les cases que contrôlées par les blancs, avec la colonne ouverte, avec ce petit clouage, avec le cavalier sur A5 qui est mauvais. En fait, juste si les noirs, disons, font un truc normal comme fou B7, il y aura juste dame D3. Il menace déjà de prendre sur F6 et faire mat. Et la position est vraiment intenable pour les noirs. Et Ivanchuk, je pense qu'il panique un peu, voyant qu'il peut pas juste prendre le pion. Et il y avait encore un moyen de se défendre avec tour E8. Il prend du cavalier. Et c'est la position qui se ressemble un peu. Éventuellement, Kasparov a encore un avantage, mais ça devrait pas être décisif. En revanche, ce qu'Ivanchuk fait, c'est qu'il tombe un peu sous la pression, qu'il joue cavalier C4. Et tout ça, bien évidemment, on aurait pu l'éviter si le pion avait été bloqué. Ivanchuk qui bloque pas le pion. Et ce qui est ici marrant par rapport à la partie précédente, que dans la partie précédente, on a poussé des 5, on a juste échangé les pions et la structure est restée symétrique. Ici, maintenant, c'est Ivanchuk qui aura le pion isolé et pas Kasparov, alors qu'il l'avait juste avant. Mais on va voir que c'est un pion isolé un peu différent, qui ne donne pas autant d'avantages, parce que les blancs, bah, c'est eux qui ont l'activité, et en plus qui le bloquent tout de suite. Et après, le gain est assez linéaire. Même contre Ivanchuk, normalement, c'est pas si facile de gagner si facilement. Normalement, faut vraiment y aller pour battre Ivanchuk. Mais c'est Kasparov, il le peut faire. Et ici, Kasparov qui joue un peu comme Karpov, qui améliore les pièces, parce que c'est ce qu'il faut faire contre le pion isolé. Même si tu t'appelles Kasparov, tu peux pas attaquer tout de suite quand tu joues contre le pion isolé. C'est une faiblesse, faut la mouliner peu à peu. Et voilà, cavalier C6, il échange de structure. Et coup B6, Ivanchuk peut pas prendre à cause de petit sample efficace. Fou B6, fou B5. Du coup, il recule, mais c'est quasiment fini comme partie. Ici, Kasparov aurait dû jouer fou C5, c'est plus propre. Il gaffe, mais normalement, ça change pas l'évaluation de position. Bien évidemment, c'était plus gagnant avant. C'était beaucoup plus facile à gagner avant, mais c'est encore mieux parce que le pion sur B4 est faible et il va le gagner peu à peu et avec ça, il va gagner la partie. Je vais pas montrer la suite parce que je pense que c'est plutôt évident que le pion B, c'est le pion passé à éloigné. Les noirs, même s'ils défendent le pion, les blancs vont juste venir de l'autre côté. Et finalement, pour conclure avec une partie plutôt équilibrée, parce que les exemples avant, c'était soit il y a vraiment la personne qui joue contre le pion isolé, qui mouline peu à peu et qui gagne, soit il y a une attaque destructrice de la part de quelqu'un qui joue avec le pion isolé grâce à l'espace.
Mais là, je vais montrer quelque chose au milieu. Si les deux joueurs jouent plutôt bien, comment ça peut se passer? Donc ici, on commence avec la structure Carlsbad. C'est la structure qu'on peut voir. Normalement, il y a deux plans pour les blancs. Le plus connu et le plus répandu, c'est de jouer avec l'attaque de minorité de pions pour pouvoir détruire un peu ces pions. C'est pas la thème de cours, du coup, je rentre pas trop dedans. Et l'autre plan qu'on va voir avec le cavalier E2 qui est possible, c'est de faire cette petite idée. Alors, remarquez le petit cavalier H5 qui fait toujours du bien pour les noirs. Et l'idée, c'est de faire ce plan F3 E4. Mais F3, c'est un affaiblissement de pion E3. Du coup, si les blancs ne peuvent pas faire E4, le pion E3 sera faible. Et c'est de ça que profite éventuellement l'île Lirène avec les noirs, en jouant C5, et éventuellement, on a le pion isolé. Alors, les blancs se sont trompés nulle part, peut-être qu'il y avait les petites imprécisions, mais voilà, c'est un pion isolé plutôt normal quand même, avec une petite différence, normalement le pion serait sur F2, ce qui joue bien évidemment en faveur de noir. Et on peut dire que les mêmes plans s'appliquent, mais globalement, la position reste égale. Juste ici, je vous laisse juste 20 secondes pour savoir, pour prendre votre décision, pour savoir à quelle pièce vous prenez. C'est pas si simple que ça. Alors, je suis sûr que vous pouvez me mettre un poste. Toujours, toujours. Donc, peut-être votre première réflexion, c'était de prendre avec les tours parce que c'est plus logique. Mais en fait, dans la partie avec cavalier prend. Et si jamais cavalier prend, il y aura du cavalier B6 ou cavalier F6. Peut-être cavalier B6 quand même. Parce que cavalier F6, c'est juste prise. Échec. Cavalier B6 qui gagne une pièce. Il peut pas défendre le cavalier parce que le pion est cloué. Et sur dame prend, c'est pas si simple à jouer après, disons, dame E3. Parce que le pion F3, ça veut dire que le roi est un peu faible. Il est un peu ouvert. Mais le cavalier sur D7, en fait, il va accomplir un objectif très très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pion isolé, il contrôle les cases importantes. Donc D5 contrôle les cases C4 et E4. Et vu que le cavalier ne peut plus aller sur E4 vu qu'il y a le pion, il ira sur C4. Et c'est cette menace, voilà, le cavalier est très très fort, et c'est cette menace qui a autorisé au noir éventuellement d'égaliser la position. Il aurait même peut-être pu jouer pour le gain, mais peut-être il s'est dit c'est une partie de haut niveau, je fais nul avec le noir, c'est bien. Voilà. Et la partie finit en répétition. Donc, pour conclure, si vous avez le pion isolé, profitez de l'espace, n'échangez pas de pièces, attaquez, cherchez les sacrifices, et peut-être prenez les cases C4 E4, jouez un peu plus subtilement si l'adversaire s'est pas trompé. Et si vous jouez contre le pion isolé, bloquez-le d'abord. Après, éliminez le contre-jeu en échangeant les pièces, donc en laissant une paire de tours et une pièce légère, normalement, qui bloquerait le pion. Et puis, gagnez le peu à peu. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends pour le prochain. Abonnez-vous pour ne pas le rater. Et salut!